Nous avions vu dans une première partie comment les plantes qui vivent fixées pouvaient se protéger face à des agresseurs potentiels de type prédateur. Donc voyons à présent dans une deuxième partie, donc dans la partie grand B, comment les plantes peuvent également se protéger des conditions environnementales du milieu dans lequel elles vivent. Alors je vous propose de prendre un premier exemple assez particulier qui est l'exemple de la rhubarbe de l'Himalaya. Donc la rhubarbe de l'Himalaya, c'est une rhubarbe très particulière. Vous voyez ici une photo. C'est une rhubarbe géante. Elle peut mesurer parfois jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc elle vit au niveau de l'Himalaya, donc là où il y a assez peu de végétation globalement. Et quoi qu'il en soit, elle va dominer en fait tous les buissons et toutes les herbes courtes qui se trouvent autour d'elle. Et elle peut être visible à plus d'1 kilomètre par sa couleur particulière. Alors, dans ce milieu particulier, on va trouver des caractéristiques spécifiques contre lesquelles elle va devoir se protéger, entre guillemets, à savoir une forte exposition au rayonnement UV et également un froid très important dû à l'altitude élevée à laquelle elle vit. Donc, pour pouvoir essayer de se défendre contre ces conditions un peu particulières, la plante possède des bractées particulières qui vont se trouver tout autour de la partie externe. Ces bractées sont translucides, c'est ça qui lui donne cette couleur un petit peu blanchâtre, c'est-à-dire qu'elles vont laisser passer la lumière, mais bloquer les rayons ultraviolets. Donc ça va permettre de la protéger contre une première caractéristique de son milieu, à savoir une forte exposition aux UV. Donc les UV ne rentreront pas à l'intérieur de la plante et ne risqueront pas de causer des dégâts internes. D'autre part, cette rangée de bractées externes va lui permettre de créer une sorte de sas, entre guillemets, dans lequel il va y avoir une température plus importante. Ça fait un petit peu comme un effet de serre, hein, ça crée donc un, une carapace, entre guillemets, qui va permettre d'augmenter la température à l'intérieur de la plante. Donc, étant donné que c'est translucide, ça laisse passer la lumière, donc ça va laisser passer également les rayons infrarouges, mais ça ne va pas laisser passer les UV. Donc la plante va se protéger à la fois du froid qui l'environne et de l'exposition trop importante aux UV. Donc elle se défend ainsi contre ces deux caractéristiques de son milieu. Alors ça, c'est un exemple assez spécifique hein, qu'on ne rencontre pas partout. Donc je vous propose de voir un deuxième exemple, beaucoup plus connu de vous tous, qui est la protection des bourgeons. Alors, les bourgeons, on en trouve dans beaucoup de plantes vivaces, c'est-à-dire des plantes qui, d'une année à l'autre, vont se développer à nouveau, au contraire des plantes annuelles qui meurent chaque année. Donc ici, vous avez dans ce premier document un rhizome et un bulbe. Donc ce sont des rhizomes et des bulbes de fleurs que vous connaissez sans doute bien, puisqu'il s'agit de l'iris et de la jacinthe. Alors, petite remémorisation de ce que sont les iris ici à gauche et les jacinthes ici à droite. Donc voilà, ce sont des fleurs que vous connaissez bien, je pense. Donc ces rhizomes et ces bulbes, ce sont en fait des renflements de tiges qu'on va trouver au niveau souterrain qui contiennent des bourgeons. Donc les bourgeons, vous les voyez ici et vous les voyez également à l'intérieur ici du bulbe. D'ailleurs, on a un petit peu la même chose chez les oignons comestibles. Si vous avez déjà cuisiné des oignons, si les oignons ont déjà passé un certain temps en attente, entre guillemets, il y a effectivement aussi à l'intérieur un bourgeon qui peut redonner des feuilles vertes. Et parfois, ça arrive que l'oignon germe avant même sa consommation. Donc, il faut savoir que les parties aériennes de ces fleurs hein, vont mourir à l'approche de l'hiver et seul restera le rhizome ou le bulbe qui va rester sous terre et qui va protéger en fait par ces sortes d'écailles, par exemple le bulbe, qui va pouvoir protéger les bourgeons qui vont se développer seulement au printemps. Donc cette adaptation-là, les rhizomes et les bulbes, ça permet une protection voilà, des bourgeons pour que la plante puisse se développer le printemps suivant. Un autre exemple, vous avez ici un bourgeon de marronnier qui est vu en coupe longitudinale. Alors vous connaissez tous le marronnier, voici les feuilles et les fruits du marronnier. Donc il faut savoir que pendant donc l'été, les bourgeons se forment et ensuite ils vont passer toute la période hivernale dans une sorte de vie ralentie qu'on appelle la dormance. Et en fait, ils ne pourront sortir de cette dormance que quand ils auront subi
une période de froid importante. Donc en fait, c'est l'hiver qui va leur permettre de faire comme un signal déclencheur qui permettra justement de lever la dormance. Et progressivement, cette levée de dormance va se passer au printemps, une fois que les bourgeons vont éclore. Et vous voyez que les bourgeons sont entourés d'écailles, de feuilles qui vont justement les protéger de ce froid hivernal, donc qui vont subir tout l'hiver. Et puis, dernier exemple que vous connaissez bien, c'est le pissenlit. Donc ça, vous connaissez parfaitement tous les fleurs de pissenlit. Donc, on a la même chose. Alors, le pissenlit est une plante donc vivace qui se renouvelle chaque année. Donc, en fait, dans le pissenlit, vous avez peut-être remarqué qu'en hiver, les feuilles sont persistantes. On les voit encore en hiver. Et on a un tout petit bourgeon ici au centre qui va redonner la fleur, etc. au moment du printemps. Donc ce bourgeon, il est situé vraiment à ras du sol, au ras du sol, et par ce fait qu'il soit au ras du sol, il va être protégé un petit peu par la terre, la litière environnante, des intempéries qui pourraient arriver pendant l'hiver. Donc voilà quelques exemples ici de protection, d'adaptation des plantes qui se sont protégées face aux conditions de leur milieu environnant. Donc nous en avons ici fini avec la partie vivre fixé et se protéger. Nous avons également fini l'ensemble du chapitre, puisque nous avons vu les grandes fonctions que les plantes fixées pouvaient assumer. Donc je vous propose maintenant de regarder le schéma bilan de la page 111. Alors sur ce schéma, vous allez retrouver les grandes fonctions dont on a parlé à travers tout ce chapitre. Donc vous avez ici une plante qui a été schématisée, à partir de laquelle on va pouvoir répertorier toutes les adaptations aux grandes fonctions que doit assumer la plante. Alors, nous avions commencé par la nutrition. Donc, la nutrition, on va trouver ça par ici. Donc, vous vous rappelez qu'on a dit qu'au niveau des racines comme au niveau des feuilles, il y avait de grandes surfaces d'échange pour permettre à la plante qui ne peut pas se déplacer de pouvoir capter tous les éléments qui vont lui être utiles à sa place, sans bouger. Donc ici, les feuilles, grande surface d'échange, on a la même chose au niveau des racines grâce à la présence de poils absorbants qui sont représentés en très très grande quantité. Et ces poils absorbants, ce sont eux qui vont permettre de faire entrer dans la plante l'eau et les minéraux. Ensuite, l'eau et les minéraux vont être véhiculés par des canaux spéciaux qu'on appelle les vaisseaux du xylème, que vous voyez ici. Donc, ils sont véhiculés dans un ensemble eau minéraux qu'on appelle la sève brute. Donc, la sève brute va pouvoir monter jusqu'aux feuilles. Et là, au niveau des feuilles, qui composent également une grande surface d'échange, on va avoir sur la face inférieure des portes d'entrée qu'on appelle des stomates, qui permettent par exemple de faire entrer le CO2 et de faire sortir d'autres molécules comme le dioxygène, l'eau ou autre. Et donc, grâce à cela, grâce à la lumière du soleil, grâce au CO2 qui est entré, les feuilles vont pouvoir réaliser la photosynthèse. En réalisant la photosynthèse, elles vont former des molécules organiques comme des sucres dans un premier temps, qui vont pouvoir se concentrer dans un liquide qu'on appelle la sève élaborée. Et la sève élaborée, elle, va passer par d'autres types de vaisseaux, qui sont matérialisés également d'une seule couleur ici en violet, qu'on appelle les vaisseaux du phloème. Donc les sèves circulent en courant ascendant et en courant descendant à l'intérieur de la plante. Et donc, ça va permettre de nourrir toutes les parties de la plante, y compris les racines qui n'ont pas cette capacité photosynthétique, mais qui vont recevoir des glucides depuis les feuilles qui ont formé ces glucides. Donc ça, c'était pour la partie nutrition. Ensuite, on a vu la partie reproduction. Donc, une plante ne peut pas se mouvoir. Donc, il va falloir que ces gamètes puissent se disperser et être propagés par ailleurs. Donc, nous savons que ce sont les fleurs qui sont les organes reproducteurs de la plante. Donc, nous avons appris qu'à l'intérieur de la fleur, nous avions à la fois des organes reproducteurs mâles que forment les étamines, des organes reproducteurs femelles que forment les pistils des différentes fleurs. Et au niveau des étamines, nous avons le pollen qui doit être dispersé vers d'autres fleurs. Cette dispersion peut se faire de différentes façons, avec entre autres la collaboration avec des animaux, par exemple, qui sont des animaux pollinisateurs. Et ensuite, une fois pollinisé, on va pouvoir avoir donc un fruit et des graines qui se forment. Et ces graines vont pouvoir être dispersées également de différentes manières pour permettre à la plante de se propager et à nouveau de germer pour redonner une nouvelle plante. Donc ça, c'était pour la fonction de reproduction. Et puis, dans un troisième temps, nous avons vu comment la plante pouvait se protéger face à des agresseurs de différents types. Donc ici,
Nous avons un exemple de prédateur, donc une chenille, qui herbivore vient manger les feuilles. Donc nous avons vu qu'il existait différents moyens de se défendre, des moyens mécaniques, des moyens chimiques par la fabrication de certaines molécules. Et la plante doit également se protéger contre les conditions de son environnement. Donc si elle vit dans des conditions un peu particulières, elle va donc élaborer des protections, par exemple ici des bourgeons qui pourront passer l'hiver sans se détériorer. Donc vous avez ici sur ce schéma tous les éléments essentiels à retenir. Donc je vous conseille d'être capable de refaire, alors pas forcément le schéma dans sa globalité, mais d'être capable d'avoir compris les éléments essentiels pour refaire un schéma si vous devez, par exemple, traiter une question de synthèse qui porte sur ce sujet. Voilà, bon courage pour vos révisions.